Merci de nous retrouver dans cette émission Inside qui met en avant les actions du gouvernement guinéen. Vous le savez, depuis quelques jours, les projecteurs sont braqués sur la justice guinéenne, liée notamment à l'affaire Tamsir Touré et à la tentative d'évasion à la maison centrale de Conakry. Pour débattre de tous ces sujets, je reçois pour vous Maître Cheikh Sako, ministre d'État à la justice, garde des Sceaux. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le ministre, depuis votre arrivée à la tête de ce département, un de vos credos est la restauration du climat de confiance entre la justice et les justiciables. Quelle avancée majeure peut-on retenir dans ce domaine depuis que vous êtes à la tête de ce département? Écoutez, je vous remercie de cette invitation et de cette émission. Voyez-vous, la justice, le vocable même, est quelque chose d'essentiel dans un État républicain. En liminaire, donc, je dirais que la justice n'est pas parfaite dans aucun pays du monde. La justice, c'est une institution en mouvement, une institution qui a besoin de façon permanente d'être reformée. Quand on m'a confié ce département, bien entendu, en accord avec le président de la République, il m'a dit, je te fais venir en Guinée pour que les réformes soient réelles dans la justice. Donc il fallait relever le défi. Alors, bien entendu, la Guinée c'est mon pays. Globalement, je savais un peu comment les choses se passaient dans la justice, dans notre pays. Et qu'un des credos importants qu'il fallait tout de suite mettre en mouvement, c'était de faire installer ce qu'on appelle les institutions liées à la justice. Alors, je ne vais pas entrer en détail, je peux vous les citer de façon désordonnée. Le Conseil supérieur de la magistrature, 2 mois après mon arrivée. Le statut particulier des magistrats, qui est une réforme majeure en matière salariale, et le fait que les magistrats soient déconnectés, soient extirpés de la fonction publique. Mais il y a aussi toutes les institutions liées au droit WADA, où la Guinée a une place importante, qu'on a restaurée. On a fait élire un juge à la Cour d'arbitrage d'Abidjan. La Guinée est rapporteur. Il y a 18 États. Et on a créé une commission nationale WADA. La Cour constitutionnelle, ça n'a pas été facile. Il fallait respecter le standard international, c'est-à-dire des juristes pur jus, c'est-à-dire des magistrats, des avocats et des juristes tout court. Il fallait voir leur formation, il fallait voir leur éthique. Et tout ça, ça n'a pas été facile, mais ça a été fait. Et puis, le tribunal militaire, j'allais oublier, pour ne citer que cela. Donc ça, c'était important pour poser le socle à la fois de la réforme de la justice dans notre pays et surtout de montrer que la Guinée ne peut pas rester au bord de la route dans le concert des nations en matière de standard international de justice. Alors, le deuxième volet de votre question, c'est par rapport aux citoyens. Là, c'est très important. Une fois ces institutions mises sur pied, ça veut dire qu'on ne laisse pas le choix aux acteurs de la justice de rester les bras croisés. Il faudrait avancer. J'ai dit tout à l'heure que la justice était un mouvement. Il fallait à chaque fois, même dans les pays les plus développés, on fait des réformes. Et donc, il faut faire des réformes à chaque instant, c'est-à-dire améliorer le système judiciaire et par voie de conséquence, rendre la justice compréhensible et surtout restaurer la confiance avec les citoyens. Et ça, ce n'est pas une mince affaire parce que dans tous les pays du monde, les citoyens sont exigeants. Donc, il faut que la justice soit aussi digne de cette confiance des citoyens. C'est ce qu'on a essayé de faire ici. La direction nationale que j'ai trouvée ici, que j'ai renforcée, la direction de l'accès au droit et à la justice, c'est au sein de cette direction qu'on a créé ce qu'on appelle les CIP. C'est au sein de cette direction qu'on va créer ce qu'on appelle les maisons de justice en France ou au Sénégal. Nous, on va appeler les boutiques de droit, qu'on va essayer d'instaurer dans chaque préfecture de notre pays. Mais voyez-vous, tout ça, il faut des moyens. Donc, c'est une de mes luttes aussi, à la fois au niveau de l'État, au niveau de l'exécutif,
pour qu'on puisse avoir suffisamment de moyens pour restaurer cette confiance entre la justice et les citoyens. Justement, Monsieur le ministre, parlant de restaurer le climat de confiance entre la justice et les justiciables, vous aviez fait un diagnostic. Quelles sont les principales difficultés aujourd'hui qui minent le bon fonctionnement de la justice guinéenne? Écoutez, il faut appeler les choses par leur nom. Je n'ai pas l'habitude d'avoir une langue de bois. Et le problème qu'on a ici, c'est des problèmes de moyens. Il faut le dire. J'ai un budget qui est dérisoire. Et il y a eu légère augmentation par rapport aux années précédentes, bien entendu. Mais en concreto, à part le Mali, je pense, et un peu le Niger, mais comparé aux pays voisins, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina, et le Cap-Vert, je cite même les petits pays, et le budget de la Guinée, la justice est vraiment dérisoire. Donc c'est l'une de mes luttes. Je remercie les députés à l'Assemblée nationale qui, l'année dernière, se sont battus pour que ce budget soit revu à la hausse. Ils ont même imposé à l'exécutif pour que certains postes soient quasiment doublés. Je les remercie. Mais ce n'est pas suffisant. Quand on veut une justice digne de son nom, il faut aussi qu'au niveau de l'exécutif, qu'on prenne ses responsabilités. Je pense qu'il y a une volonté politique là-dessus, en tout cas du chef de l'État, mais on ne va pas tout laisser à l'exécutif. Il faudrait aussi se battre à notre niveau pour que ce budget soit raisonnablement acceptable. Et ça permet aussi de faire des réformes. Voyez-vous, sans moyens, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Ou bien on va bricoler. Je pourrais peut-être expliciter en citant quelques exemples comme l'administration pénitentiaire ou autre. Monsieur le ministre, au cours d'une récente sortie médiatique, vous aviez annoncé la suspension de 2 magistrats par le Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce qu'on peut savoir concrètement quels sont les faits qui sont reprochés à ces 2 magistrats? Écoutez, la loi m'interdit de dire exactement ce qui est reproché à ces magistrats. En revanche, la loi est assez claire. La loi donne le pouvoir au garde des Sceaux, ministre de la Justice, de suspendre provisoirement un magistrat dans un délai d'1 mois, à charge pour le juge de saisir le Conseil supérieur de la magistrature pendant ce délai. On peut demander le renouvellement de la suspension si on estime que les fautes reprochées sont graves. La palette des fautes sont très importantes. Dans le cas d'espèce, c'est des fautes, c'est de l'insuffisance professionnelle. Dès lors qu'après enquête, moi j'utilise l'inspection judiciaire chez nous, mais je peux aussi envoyer des conseillers, mes conseillers faire des enquêtes. La loi me laisse latitude. Mais dès lors que je constate des faits avérés sous l'insuffisance professionnelle des magistrats, je prends mes responsabilités. Là, en l'occurrence, c'est 2 hauts magistrats de la Cour d'appel. Vous voyez, je ne cite ni leur nom, ni ce qu'on leur reproche et tout. Et ça, il appartient au Conseil supérieur de la magistrature de statuer. Ils ont été suspendus. Donc le Conseil a été saisi le même jour ou le lendemain. Vous voyez, je n'ai pas tardé, alors que je ne fais pas ça systématiquement. Il y a des magistrats qui ont été suspendus. 1 mois après, j'ai pris un 2e arrêté pour qu'ils reprennent leur fonction. Quand les fautes reprochées ne sont pas graves. Mais quand j'estime que les fautes sont assez graves, assez importantes, là je saisis le Conseil supérieur qui doit prendre ses responsabilités. Donc ça, c'est 2 hauts magistrats, la Cour d'appel. C'est pour dire aussi qu'aucun magistrat n'est au-dessus de la loi, quelle que soit sa fonction. Monsieur le ministre, avant de poursuivre cet entretien, je vous propose de suivre cette immersion qui nous conduit au cœur de la maison centrale de Conakry qui a enregistré dernièrement une tentative d'évasion. Nous avions relevé la liste de tous les détenus ici, en fonction de leur date de condamnation et le temps mis à l'intérieur de la prison. Nous avions fait ce travail. On a fait distinctement la séparation de ceux qui ont duré ici, ceux qui ont été condamnés à des petites peines, à des grandes peines, et ceux qui n'ont pas été encore condamnés. On a fait la situation de tous ces détenus-là pour voir comment est-ce qu'il faut désengorger ici pour qu'au moins il y ait un certain nombre de gens à libérer dans cette prison-là. Parce qu'aujourd'hui, l'effectif de cette prison est de 1518 pensionnaires. Alors que c'est une prison qui a été construite depuis 1930 pour 350 détenus. Et cette prison aujourd'hui a dépassé les normes internationales ici de la détention.
ministère de la Justice a délégué une direction nationale de l'administration pénitentiaire, qui est mon représentant ici. Donc vous êtes le pendant, vous êtes l'intermédiaire entre cette direction-là, c'est-à-dire le ministère, et les personnes qui sont privées de liberté, les personnes qui sont emprisonnées. Parmi ces personnes-là, il y a certains qui ont déjà été jugés, qui sont en train de purger leur peine, mais il y a beaucoup encore qui n'ont pas été jugés, qui sont ce qu'on appelle en préventif. Mais dans tous les cas, ils sont privés de liberté, donc ils sont pensionnaires ici. Ce n'est pas votre problème de faire une distinction entre les deux. Ça, c'est le problème de l'administration pénitentiaire du ministère. Votre rôle, c'est d'être l'interface entre ces gens-là, qu'on doit respecter, qu'on doit sauvegarder leurs droits, qu'on doit protéger leurs droits, mais en même temps qu'on doit imposer la discipline. Quand on est privé de sa liberté, ça veut dire qu'on a fait quelque chose de mal. Ça veut dire qu'on a violé la loi. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Dès lors qu'on laisse un prisonnier faire ce qu'il veut, ça veut dire que c'est la chienlit, ça veut dire que c'est la pagaille, ça veut dire qu'il n'y a pas de loi dans ce pays, tout le monde fait ce qu'il veut. On ne peut pas accepter ça. Donc vous respectez les droits des prisonniers, mais eux, en revanche, ils doivent vous respecter. On ne va pas vous laisser tomber. Je suis là aussi pour vous protéger, à la fois physiquement et dans vos droits. Les agents pénitentiaires, c'est la même chose que le personnel civil. Vous pouvez compter sur nous. Aujourd'hui est un jour assez important, puisque vous n'êtes pas tout seul, vous l'avez constaté depuis un certain temps. Vous avez les forces de gendarmerie et de la police depuis quelques jours, quelques semaines, qui nous assistent ici à la maison centrale de Conakry. Quand il y a des tentatives d'évasion massives, ça veut dire que c'est organisé, ça veut dire que c'est réfléchi, ça veut dire qu'il y a des complicités à tous les niveaux. Et ça, c'est inadmissible. Et c'est ce qui s'est passé ici. C'est pourquoi l'enquête a été ouverte au niveau de la police et de la gendarmerie. Et la justice jouera son rôle également. Tous les agents qui seront impliqués dans cette tentative d'évasion doublée de violence caractérisée, ils vont en rendre compte devant la justice. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. On a prévu beaucoup de programmes pour vous, mais chaque chose a son temps. On va commencer à les mettre en œuvre bientôt. Donc bien évidemment, parmi vous, certains ne vont pas rester là. Je vous le dis tout de suite. Tous ceux qui ont des choses à se reprocher, si vous n'aimez pas ce travail, si cet endroit clos ne vous intéresse pas, si vous profitez de cet endroit pour commettre des infractions de quelque nature que ce soit, vous avez le temps de démissionner et de partir d'ici. Monsieur le ministre, vous venez de suivre avec moi cette immersion qui nous a conduit au cœur de la maison centrale de Conakry. Quel commentaire faites-vous de la tentative d'évasion survenue au niveau de cette maison centrale et également du côté de la prison de Siguiring? Écoutez, monsieur le journaliste, je vous remercie du vocable que vous avez utilisé, puisque vous venez de dire tentative d'évasion. Voyez-vous, j'étais à l'étranger quand ça s'est passé, j'étais en mission à Dakar, en France, et j'ai lu sur certains sites guinéens qu'il y a une attaque à main armée à la maison d'arrêt. Vous voyez, la désinformation, c'est très grave parce qu'on induit les citoyens dans l'erreur. Il y a une tentative d'évasion, comme ça existe dans toutes les prisons du monde. Ça existe partout, ça. Donc, la problématique de l'administration pénitentiaire, c'est effectivement d'amoindrir ou de limiter, en tout cas de supprimer, d'éviter ces tentatives d'évasion. Donc en Guinée, il y a eu cette tentative d'évasion. C'était lié à des problèmes de querelle entre agents immobiliers et entre agents pénitentiaires. C'était lié à une question de drogue de chanvre indien. C'était lié aussi à des questions bassement matérielles qu'on va essayer de remédier. Mais le problème central de l'administration pénitentiaire chez nous et par voie de conséquence de la maison centrale de Conakry, bien entendu, il y a un problème de moyens, ça c'est la matrice. Si on ne donne pas les moyens au ministère de la Justice et à sa direction de l'administration pénitentiaire, on ne peut pas nous demander de faire l'impossible. Nul n'est tenu à l'impossible. Donc on essaie de faire avec les moyens qu'on a.
Alors ça ne nous absout pas complètement. On a aussi une part de responsabilité. Dès lors qu'il y a dans la maison centrale de Conakry des agents pénitentiaires qui sont là depuis très longtemps, qu'on ne change pas. Un de mes lointains prédécesseurs, dont je ne citerai pas le nom, mais vous le reconnaîtrez, a fait embaucher 600 agents pénitentiaires, dont les 3/4 ne savent ni lire ni écrire, dont certains étaient de repris de justice. Vous conviendrez avec moi qu'à moyen et à long terme, ça pose des problèmes. Donc mon rôle, c'est de résoudre ça. J'ai été tout récemment au mois de mai en Espagne, parce que c'est le pays d'Europe où l'administration pénitentiaire est en avance, même sur la France. Et j'ai signé une convention avec mon collègue espagnol et le ministre de la Sécurité, une convention pour former nos agents immobiliers, nos agents pénitentiaires. Mais ça prend du temps. Quand une convention est signée, il faut du temps pour que ça soit mis en musique, tout ça. Comme c'est les Espagnols qui construisent actuellement la nouvelle prison de Dubreka, Yorokogia, je pense que l'un dans l'autre, on va essayer de trouver des solutions. Mais les solutions les plus urgentes pour nous, c'est de faire un statut pour les agents pénitentiaires, c'est d'apporter quelques éléments matériels au niveau de la prison, c'est-à-dire les travaux à faire, améliorer la nourriture des prisonniers. Ça, c'est une obligation de l'État guinéen par rapport aux textes internationaux. On n'a pas le choix, il faut le faire. Donc là, on se bat pour ça. Donc je pense que dans les semaines, dans les jours à venir, la population comprendra que, en tout cas, le ministère de la Justice n'est pas resté les bras croisés devant ce phénomène. Et on évitera que ça se répète. Parlant d'ailleurs de cette nouvelle maison centrale qui est en construction à Yorokogia, où en sommes-nous avec l'exécution des travaux? Écoutez, les travaux ont commencé depuis plusieurs mois. Je pense que l'étude d'impact du terrain a mis beaucoup de temps parce que le sol n'était pas bon, était assez mouvant et tout. Donc je suis en contact avec l'entreprise espagnole d'une part, mais la direction des infrastructures de mon ministère aussi, et qui toutes les semaines fait un tour à Dubreka pour contrôler, pour vérifier si les travaux avancent. Donc j'ai reçu des instructions effectivement au niveau de l'exécutif pour que les choses aillent beaucoup plus rapidement. Ce qui fait que j'ai convoqué l'entreprise Sergio et ses partenaires. Et on va avoir une réunion de travail pour leur dire qu'il y a urgence en ce qui concerne à la fois le ministère de la Justice et notre pays pour que ce centre pénitentiaire qui va être moderne, qui va être plus ou moins unique en Afrique de l'Ouest, voit le jour assez rapidement. Ça nous permettra de déconjonctionner, en tout cas de déplacer toute la maison centrale de Koronti à Yorokogia, à côté de Dubreka. On fera un centre commercial ou un centre d'affaires. Ici, c'est prévu dans la convention, mais on va essayer d'accélérer le processus pour que, enfin, on sorte de ce magma qui a un peu trop duré. Concernant Siguiri, là aussi, c'est le surpeuplement dans la prison de Siguiri. Alors, on a été obligé de transférer au moins 50 prisonniers de Siguiri à Kankan pour essayer de faire de la place. Vous savez, la promiscuité et le surpeuplement fait que, à un moment donné, forcément, les choses se passent mal. C'est essentiellement lié à ça. Les meneurs ont été arrêtés, ils vont y répondre soit sur le plan disciplinaire, soit sur le plan pénal si des infractions ont été commises. À Conakry également, à Koronti, la maison centrale de Conakry, il y a un certain nombre de prisonniers qui ont été acheminés sur Dubreka et sur Kindia, où ils vont purger le reste de leur peine. Monsieur le ministre, les citoyens de Conakry vous posent leurs préoccupations à travers la rubrique « Ma voix compte ». Monsieur le ministre, bonjour. Je suis Bunturab Kamara. Je suis quartier Almamiane. Solution monde na ibe e kono mutan Guinée malidi aluko violence na foyer aluko kono dandi parce que mutan Guinée mutoro. J'allais dire Tanayo Mouna à ma compatriote qui a posé sa question en sous-sous. Et madame, je voudrais bien que vous sachiez deux choses. La Guinée a signé toutes les conventions internationales contre toutes les formes de violence faites aux femmes et aux personnes vulnérables. On les a ratifiées. Donc on a une obligation de protéger cette couche de la population. Et
les lois également existent chez nous, notamment dans le code pénal, il y a des incriminations contre les violences faites aux femmes. Donc, ça ne nous laisse pas le choix. Et je rajoute également, madame, qu'il y a une volonté politique du gouvernement en cette matière. Je l'ai réaffirmé la dernière fois quand il y a eu le dernier cas du viol du jeune artiste. Factuellement, madame, j'ai contacté madame la ministre de l'Action sociale pour mettre sur pied assez rapidement, ça ne demande pas beaucoup de moyens, ce qu'on appelle une ligne verte. Une ligne verte qui va être gratuite pour les victimes de violences caractérisées à l'encontre des femmes. Violences infrafamiliales, violences aussi extérieures et tout. Ça, c'est des choses qu'on peut faire assez rapidement. Mais sur le fond, toutes les violences faites aux femmes, il faut absolument que les femmes soient aidées par les associations qui les protègent pour pouvoir saisir les tribunaux, déposer des plaintes directement auprès du procureur de la République au lieu d'envoyer le courrier de façon assez désordonnée. Et là, c'est un engagement du gouvernement. Et au nom du gouvernement, je vous dis que nous allons assumer ce rôle-là. Monsieur le ministre, justement, parlant de ces violences faites aux femmes, qu'en est-il de l'affaire Tamsir Touré, quand on sait que depuis son arrestation, beaucoup de familles aujourd'hui ont eu le courage de se présenter devant leur juridiction pour dire que ma fille a été violée il y a 10 ans auparavant, il y a 5 ans auparavant? Écoutez, concernant M. Tamsir, donc il est parti en Côte d'Ivoire, il a eu tort de partir d'ailleurs, puisqu'il est présumé violeur, il faut toujours être très prudent. Le fait qu'il s'est enfui dans un pays voisin, il est évident qu'il se mettait lui-même en dehors de la loi. C'est pourquoi j'avais dit qu'il fallait qu'il vienne de lui-même, sinon de toute façon, on va le ramener par force. J'avais même téléphoné à mon collègue ivoirien. Alors, il a été interpellé et il a été conduit en Guinée et actuellement, il est effectivement en mandat de dépôt à la maison centrale. Le juge d'instruction est en train de faire son travail, il a pris des avocats, donc la procédure suivra son cours. Il faut que les citoyens guinéens fassent confiance à la justice. S'il y a des ratés, on va les assumer en interne. Mais faites confiance à la justice, notamment en matière de crime, le viol étant considéré comme un crime. Donc quelqu'un est présumé innocent tant qu'il n'est pas jugé. Donc il appartient à cette personne-là d'organiser sa défense, mais pour l'instant, dans le cas d'espèce, il restera détenu jusqu'à ce que la procédure avance assez considérablement. Alors, sur votre question, on a quelques dossiers de viol, effectivement, devant les différents tribunaux de Conakry, voire de l'intérieur, voire même devant la cour d'appel ou devant la chambre d'accusation. Et je réaffirme ici qu'aucun dossier de viol n'est abandonné ou n'est mis à l'écart. Mais voyez-vous, comme c'est des procédures longues, puisque c'est des actes criminels, dès lors qu'il y a un acte criminel, les personnes prennent des avocats pour assurer leur défense. Donc la procédure est forcément longue. Ça se passe dans tous les pays comme ça et tout. Donc, quand les auteurs sont identifiés, bien entendu, ils sont mis aux arrêts, ils sont détenus en préventif jusqu'à ce qu'ils soient jugés. Actuellement, vous avez pas mal de personnes en prison qui sont accusées de viol. Ça, je ne le cache pas. Alors, la difficulté chez nous, on a notre tradition, on a notre religion en partie, puisque tout le monde n'est pas musulman en Guinée. Mais en tout cas, la religion fait que beaucoup de victimes ne vont pas porter plainte contre leurs violeurs. Et ça, c'est regrettable. Il faudrait encourager les victimes d'aller saisir les tribunaux, avec les avocats si possible, saisir le parquet, pour déposer des plaintes et pour se constituer partie civile en matière d'actes liés à toutes les formes de viol. Il y a aussi ce qu'on appelle les viols infrafamiliales. C'est également condamné et sévèrement puni, etc. Donc chaque fois que quelqu'un, et c'est là où les associations peuvent être assez utiles aux femmes victimes de viol, à la fois dans la famille et en dehors de la famille. Ça me semble très important. Alors vous parlez de prescription. Alors, vous savez qu'il y a des prescriptions, je ne peux pas en parler ici, c'est assez technique. Mais il appartient aux auxiliaires de justice qui dirigent ce type de procédure de faire en telle sorte que les victimes ne puissent pas être, qu'on ne les oppose pas les questions de prescription, qui est quand même bien posée dans le code de procédure pénale.
Monsieur le ministre, la situation des greffiers inquiète ce jeune citoyen rencontré par notre équipe dans le quartier Ratoma Centre. Je me nomme Piaté Fodé Amara. Je voudrais vous poser une question. Après les états généraux de la justice, le statut particulier des magistrats a été ratifié. Qu'en est-il de celui des greffiers? Après tant de grèves que ceux-ci ont menées, j'aimerais savoir à quand leur statut particulier sera appliqué et qu'en est-il du retard? En réponse à cette question, d'abord deux observations liminaires. Première observation, le citoyen qui a posé la question, les greffiers n'ont pas le même statut que les magistrats. Autrement dit, les greffiers sont des fonctionnaires. Ça, c'est quand même très important de poser cette règle, etc. Et tout. Deuxième observation, les greffiers, je le dis souvent, je le dis dans d'autres pays que la Guinée, les greffiers, c'est le poumon du tribunal. Quand il n'y a pas de greffier, ben, il n'y a pas de tribunal, tout simplement. Les magistrats ne peuvent rien faire sans les greffiers. C'est là où la question est assez pertinente. On ne peut pas faire un statut particulier des magistrats et laisser les greffiers de côté. Je l'ai dit à l'Assemblée générale des greffiers, je le réitère ici, on m'a soumis donc, le texte concernant le statut particulier des greffiers. Les greffiers, leur statut est régi par décret. Donc le décret a été travaillé par le représentant de leur association, par mon cabinet, hein, les cadres de mon cabinet. Moi-même, je l'ai validé et le décret, il est prêt. Mais voyez-vous, un décret, il faut que ça passe en Conseil des ministres, il faut que je le plaide devant le Conseil des ministres, je le défende, et ensuite le président de la République va le signer. Donc je rassure les greffiers que leur décret va être mis en application très bientôt. Mais il fallait absolument que tout soit regenté. Hein. Certains points ont été affinés, mais bien entendu, on a tenu compte de l'évolution de la société, de l'évolution de la profession, de la fonction de magistrat et même de leur fonction de greffier. Normalement, chaque juge d'instruction doit avoir un greffier à ses côtés. Quand il n'y a pas de greffier dans un tribunal, le juge ne peut rien faire. On a quelques problèmes d'ailleurs dans certaines préfectures, dans certaines justices de paix. Donc je rassure le monsieur qui a posé la question, le statut particulier des greffiers qui est régi par un décret est déjà signé. Je l'ai en possession, je l'ai soumis à monsieur le président de la République. Il faudrait que ça passe devant le Conseil des ministres et il sera signé assez rapidement. Place à présent aux questions des internautes posées sur la page Facebook du gouvernement guinéen. Est-ce que le fait que le président de la République et le garde des Sceaux soient membres et non des moindres du Conseil supérieur de la magistrature ne constitue pas en soi un frein d'indépendance de la justice à l'égard de l'exécutif? C'est une question posée par Mali Pambaldé. Écoutez, je ne pense pas que ce soit un frein, parce que voyez-vous, il faut faire extrêmement attention. Quand on donne trop de liberté à un individu ou à une institution, elle a tendance à l'abuser. Oui, c'est l'avocat qui vous le dit, hein, ce n'est pas le ministre. Donc, si on fait une comparaison dans l'espace, le Conseil supérieur de la magistrature en France, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Niger, pour ne citer que ces pays-là, puisqu'il y a ce qu'on appelle une tradition juridique latine. On ne va pas calquer le système anglo-saxon, le faire en Guinée. On a une tradition juridique, c'est comme ça. La Guinée a été colonisée par la France, donc il faut l'assumer et tout. Maintenant, cette tradition juridique veut que l'exécutif soit présent au Conseil supérieur de la magistrature. Donc la tradition, c'est quoi? C'est que le président du CSM, c'est monsieur le président de la République, le vice-président, c'est le garde des Sceaux, le président de l'organe disciplinaire, c'est le premier président de la Cour suprême. Mais quand on dit tout ça, ça ne règle pas le problème. Après, in fine, chaque État spécifie son Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature guinéen est différent de celui du Sénégal, de celui de la Côte d'Ivoire. Alors, j'ose même dire qu'on est en avance par rapport à nos frères pays voisins. Pourquoi? Parce qu'en Guinée, il y a une saisine directe. Il y a une saisine directe. Un citoyen peut directement écrire au garde des Sceaux ou écrire au Conseil supérieur de la magistrature s'il a des griefs contre un magistrat. Il appartient au garde des Sceaux ou au Conseil supérieur de faire des enquêtes pour vérifier si la requête elle est fondée ou pas. Mais il n'y a absolument aucune restriction. La saisine, elle est directe. Même en France, c'est tout récent. Il y a simplement
je crois, 2 ou 3 ans que ça existe en France. Ça n'existait pas avant. Et en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou au Niger, ça n'existe pas. Tu es obligé de passer par des voies indirectes. Alors, deuxième observation, en Guinée, certains disent que c'est une institution corporatiste, puisque composée essentiellement de magistrats, sauf le président de la République, sauf le garde des Sceaux. Vous voyez déjà, leur présence est assez importante. On ne va pas laisser simplement les magistrats faire aussi leur salade dans leur coin. Vous voyez, j'utilise des mots triviaux exprès. Ailleurs, il y a des universitaires, il y a des juristes d'entreprise, il y a des syndicalistes, au Niger par exemple, et tout. En Guinée, le CNT à l'époque n'a pas souhaité qu'il y ait des personnalités extérieures. J'avoue que c'est peut-être dans un premier temps une bonne solution pour le cas de la Guinée. Mais ça va évoluer. Ou moi ou mon prédécesseur plus tard pourra faire évoluer l'institution pour insérer des personnalités extérieures et tout. Mais le fait qu'il y ait le président de la République, qu'il y ait le garde des Sceaux, ça permet aussi de dire aux magistrats, vous n'êtes pas qu'entre vous, vous ne pouvez pas faire votre petite salade entre vous, et que nous on est là aussi pour voir l'impartialité, pour voir même certaines prises de décision par rapport aux citoyens. Parce que dans tout ça, on est là aussi à la charge et surtout à l'honneur et à la satisfaction des bonheurs des citoyens. Toujours avec les internautes, Monsieur le ministre, il y a Alma Mistel Koumbassa qui fait un constat concernant le respect du principe de gratuité de la justice guinéenne. Il estime que l'accès à la justice est très difficile pour certains citoyens. Il souhaiterait donc savoir si ce principe est réellement respecté dans les juridictions guinéennes. Ça, c'est une question de fond également, le principe d'égalité de tous les citoyens devant la justice. C'est un principe général de droit. Et ça doit être le socle de la réforme de la justice. Si on loupe ça, c'est qu'on a loupé beaucoup de choses. Alors, sur le principe de gratuité, il y a deux volets. Il y a d'abord le volet pénal et le volet civil. Alors, le volet pénal, l'État a obligation d'assurer la défense d'un citoyen qui passe en matière criminelle. C'est dans le code, c'est dans la loi. Donc, autrement dit, quand il y a une cour d'assises, le bâtonnier est saisi, il constitue un pool d'avocats qui va défendre donc les citoyens qui doivent comparaître, etc. Et tout. Donc, c'est une forme de justice gratuite, en tout cas, pour ces personnes-là. Donc, en matière pénale, il n'y a pas trop de problème, puisque c'est de facto. Maintenant, en matière civile, c'est plus compliqué. Un citoyen lambda qui est à Kizidougou ou à Forécaria, qui saisit le tribunal, c'est vrai qu'il faut qu'il ait des moyens pour prendre un avocat, pour se défendre et tout. C'est là où le bas blesse. Et là, il y a une réflexion au niveau de la chancellerie, au niveau même du gouvernement. Et je pense que là, on touche aussi aux questions de budget, aux questions de moyens. Il faut que dans les mois à venir, dans l'année à venir chez nous, qu'on puisse créer, instituer un système d'aide juridictionnelle qui permette à tout citoyen guinéen de saisir la juridiction compétente pour pouvoir trancher le litige qui le soumet. Et ça, c'est très important. Et je pense que le système existe un peu au Sénégal, un peu au Niger, un peu au Burkina Faso. Il faudrait que la Guinée aussi aille dans ce sens-là. Mais c'est prévu dans le cadre de la réforme. Monsieur le ministre, pour finir, quelle assurance pouvez-vous donner aujourd'hui aux citoyens guinéens pour qu'ils aient davantage confiance en la justice guinéenne? Écoutez, quand on parle de réforme, ce n'est pas un mot vain comme ça, hein, où on le chante en sautant sur son fauteuil. Non, quand on parle de réforme, ça veut dire, je l'ai dit en liminaire, la réforme est quelque chose de permanent. C'est un mouvement. Il faut à chaque fois toucher du doigt ce qui ne marche pas. Il faut écouter les citoyens. Il faut se remettre en cause. Le magistrat, il ne sait pas tout. Il est là pour appliquer la loi. Mais il faut que cette loi soit proposée à l'Assemblée nationale, soit votée, et ensuite que le magistrat puisse voir son applicabilité. Donc, les citoyens dans tout ça, quand il saisit la justice, il faut qu'il puisse être satisfait dans sa satisfaction, c'est-à-dire dans sa saisine. Il ne peut pas avoir raison tout le temps, mais s'il a raison par rapport à la loi, le magistrat est là pour être le pendant par rapport à ça. Donc le rôle du gouvernement dans lequel j'appartiens, c'est de faire qu'il y ait une impartialité, il y ait une égalité entre tous les citoyens guinéens, quelle que soit leur origine sociale, religieuse ou autre, devant la justice guinéenne. Et ça, c'est un principe qu'on érige et qu'on doit absolument respecter. Monsieur le ministre, votre mot de la fin. Écoutez, le mot de la fin, donc, c'est encore les prisons.
Je suis très sensible aux prisons. Il faut absolument qu'on assume nos obligations par rapport aux prisons. Alors, la commission que j'avais créée il y a plus d'1 an et demi, la commission prison, il y avait commission victime également. La commission prison a bien travaillé. Un rapport a été produit. On l'a donné à toutes les institutions du pays. Hein. J'aimerais que les conclusions de cette commission prison puissent être mises en application. Et ça exige des moyens. Donc, j'étais content d'avoir fait cette émission parce qu'il est important que, de façon cyclique, qu'on puisse expliquer à nos concitoyens ce qu'on est en train de faire au niveau d'une justice digne de son nom dans notre pays. Alors, je terminerai simplement en disant 2 mots. Je l'ai dit à l'entame de cette discussion que la justice était un mouvement, hein, donc il fallait faire des réformes à chaque période. Il fallait voir ce qui ne marchait pas pour le faire. Donc actuellement, mon souci majeur, vous l'aurez compris, c'est l'administration pénitentiaire. Parce que c'est des êtres humains qui sont en prison. Donc, il faut les assister, il faut les aider. Quand ils vont sortir, qu'ils puissent être réinsérés. Mais il faut aussi qu'ils purgent leur peine. Quelqu'un qui est privé de liberté doit assumer cette privation de liberté. Alors, à cela, je terminerai pour dire qu'il faut des moyens au ministère de la Justice pour pouvoir assumer cette obligation qu'a l'État. Donc, moyens qui peut se matérialiser par le budget, mais aussi par des demandes ponctuelles que nous faisons pour l'administration pénitentiaire. Je souhaite être entendu afin que, une fois pour toutes, qu'on puisse reformer cette administration pénitentiaire. Ces prisons, sur tout le territoire, il n'y a pas que Conakry. Vous avez cité la prison de Sigiri, il y a également la prison de Bokeh, il y a la prison de Dubreka, de Zérékoré, j'allais oublier. Et on a quand même des endroits névralgiques en matière de prison. Il faut donner suffisamment de moyens au ministère de la Justice pour qu'elle assume ce rôle primordial que l'exécutif doit avoir en matière de personnes privées de liberté. Merci. Merci à vous, Monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission qui met en avant les actions du gouvernement guinéen. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur le www.gouvernement.gov.gn ou sur la page Facebook du gouvernement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission.